Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Frédéric Armstrong et c'est en tant que co-titulaire à la recherche de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au 5e webinaire de notre série sur la recherche et les pratiques innovantes en éducation en prison, qui est organisée en partenariat avec l'UIL, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, et l'ICEA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Tout d'abord, un petit mot sur l'interprétation simultanée. Les présentations d'aujourd'hui seront en français. Cependant, une interprétation simultanée est disponible pour ceux et celles qui comprennent mieux l'anglais ou l'espagnol. Vous pouvez donc cliquer sur le petit globe terrestre qui est affiché au bas de votre écran Zoom et pour ensuite sélectionner la langue de votre choix, soit le canal français, anglais ou espagnol. Le webinaire d'aujourd'hui est piloté par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes et s'intitule « L'art communautaire et nos compétences fortes, des outils pour l'acquisition et la reconnaissance des compétences génériques pour et par des femmes ». Avant de passer la parole à M. Baril, nous tenons à vous rappeler que vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses de la plateforme Zoom, et ce, tout au long des présentations. Une séance de discussion construite autour de ces questions suivra en effet la présentation de nos invités. Et donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir et de passer la parole à M. Daniel Baril. Daniel? Merci, M. Armstrong, Frédéric. Bon matin, bon après-midi ou bonne soirée à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire qui témoignera d'une démarche de valorisation des compétences génériques de femmes judiciarisées. Je suis Daniel Baril, directeur général de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA. L'Institut est une organisation non gouvernementale de recherche, de réflexion, d'innovation et de mobilisation de tous les secteurs de l'éducation des adultes au Québec et dans la francophonie canadienne. J'agirai à titre d'animateur de cette table ronde. Je suis accompagné d'Anne-Céline Genevoix, agente de développement à la Société Élisabeth Frey, de Georges April, formateur, et de Sylvie Lantier, artiste communautaire et participante à la démarche que nous vous présenterons dans ce webinaire. Ces personnes auront l'occasion de se présenter plus en détail lors de leur intervention. En introduction, permettez-moi de situer l'initiative qui fera l'objet de notre webinaire. Dans les années 1980, au Québec, plusieurs femmes ont fait leur entrée sur le marché du travail pour la première fois, ayant principalement œuvré dans la sphère domestique à la maison avant ces années. Plusieurs de ces femmes ne possédaient pas de diplôme d'études secondaires. À l'époque, des groupes de femmes ont approché l'ICEA pour réfléchir à la reconnaissance des compétences génériques de ces femmes qui pouvaient posséder ou non un diplôme d'études secondaires. Encore plus important, cette initiative de l'époque voulait mettre en valeur ces compétences génériques qui pourraient aider les femmes dans leur démarche pour trouver un premier emploi. C'est cette intention qui a donné lieu, dans les années 1990, à la création d'un outil de reconnaissance des compétences génériques des personnes sans diplôme. Cet outil a pour nom, de nos jours, nos compétences fortes. Il se compose d'un référentiel d'une vingtaine de compétences génériques et d'une démarche d'auto-reconnaissance par la personne et de reconnaissance par les pairs des compétences que les femmes possèdent. Les panélistes vous parleront davantage de cette démarche. Des échanges entre l'ICEA et la Société Élisabeth Frey ont donné lieu à un projet de mise à l'essai de nos compétences fortes auprès de femmes judiciarisées dans le but qu'elles prennent connaissance de leurs compétences génériques, qu'elles aient ou non un diplôme, et qu'elles puissent les faire valoir dans leur démarche de réinsertion socio-professionnelle. C'est de cette initiative que nous allons témoigner dans le cadre de ce webinaire. Sans plus tarder, je donne la parole à Anne-Céline qui pourra se présenter son organisation et qui est la partenaire avec laquelle l'ICEA a œuvré dans la mise en œuvre de cette initiative de mise à l'essai de nos compétences fortes auprès des femmes judiciarisées. Anne-Céline, à toi la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, mon nom est Anne-Céline. Je vais vous partager mon écran pour commencer. J'ai un PowerPoint. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Daniel. Merci à la chaire UNESCO pour cette opportunité en fait de présenter notre projet.
Donc, je m'appelle Anne-Céline Genevoix, je suis coordonnatrice du collectif À Rentre Elles. Je suis aussi agente de développement à la Société Elisabeth Frey du Québec. Donc, je suis membre du collectif et je suis accompagnée de Sylvie, donc, qui est artiste communautaire et qui est co-réalisatrice en fait, du projet dont on va vous parler, qui s'appelle Dénombrement. Donc, elle prendra la parole à la fin de cette table ronde. Donc moi, je vais m'attarder en fait à répondre à cette question. Donc comment l'art communautaire est devenu un outil de développement et de reconnaissance des compétences des femmes judiciarisées, avec le petit pouce en fait qu'on a rajouté grâce aux compétences fortes. Donc, je vais commencer par vous présenter la Société Elisabeth Frey, donc, qui est un organisme communautaire qui a été fondé en 1977. Donc, nous, on œuvre auprès des femmes judiciarisées depuis plus de 40 ans. Donc, notre mission, c'est de venir en aide aux femmes qui ont des démêlés avec la justice, qui en ont déjà eu ou qui risquent d'en avoir. On veille aussi au respect des droits des femmes, ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de détention. Donc, on opère 3 points de service à la Société Elisabeth Frey. Un point de service qui est à Montréal, donc je vous parle en direct de Montréal présentement. On a aussi un point de service à Québec et on a un point de service à Gatineau. Donc, nous, on offre des programmes tant en communauté qu'en détention et on opère en fait 2 maisons de transition, donc une qui est à Montréal et une autre qui est à Québec. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi la Société Elisabeth Frey décide de faire appel à l'art communautaire ? Donc, tout d'abord, en fait, pour nous, ça a été un outil de communication sociale. En fait, je vais faire un petit bond dans le temps, je vais revenir en 2007. À cette époque, on avait envie, en fait, puis on voyait qu'on avait du mal à établir un dialogue avec les citoyens, avec la société, sur les réalités que pouvaient vivre les femmes judiciarisées. Ce sont encore des réalités qui sont peu connues. Il y a peu de recherches universitaires sur la question des femmes judiciarisées. C'est une minorité dans le système pénal et on voyait que c'était vraiment intéressant et urgent en fait, d'établir plus de liens en fait, avec la société et puis communément les citoyens. Donc, on s'est orienté vers l'art, tout simplement. On s'est dit que ça pouvait être déjà un bon moyen en fait, pour essayer de créer du lien. On a fait des recherches de partenaires et on est tombé sur un partenaire à l'époque qui s'appelle Engrenage Noir Levier, donc qui est toujours un spécialiste de l'art communautaire. Et il nous a expliqué en fait cette méthode de création. Donc, c'est une méthode de co-création artistique qui est utilisée à des fins de justice sociale. Donc, co-création entre des artistes professionnels et des artistes communautaires. Ça nous a tout de suite plu. Pour nous, on a vraiment vu en fait le potentiel évident dans cette méthode de co-création, c'était que la parole des personnes qui vivaient la situation était au cœur en fait du processus. Donc on a tout de suite décidé de travailler avec ce support-là et on a évacué l'idée de travailler par exemple avec un artiste qui pourrait faire une résidence en prison, qui crée sa propre œuvre, mais n'ayant pas vécu la situation de l'incarcération, on pensait que ce n'était pas la bonne façon d'opérer. Donc on a décidé de travailler avec l'art communautaire et avec la parole des femmes. Anne-Céline, si tu me permets, je crois Oui. que l'une des traductrices probablement souhaiterait te demander de ralentir un petit peu ou sinon elle peut prendre la parole pour apporter la précision. Merci. Oui, parfait. Donc, je vais ralentir, c'est parfait, comme ça je vais réduire aussi mon stress. Alors, on a commencé cette aventure par le projet Agir par l'imaginaire, donc en 2007. Agir, c'est un gros projet à l'époque qui s'est déroulé sur plusieurs années. Donc là, c'est un historique que je vous propose. Je vais y aller rapidement pour cibler les principaux points. Donc, Agir, on l'initie en 2007. On décide de travailler avec l'art communautaire. Et on a décidé de mettre tout de suite de l'avant la corrélation entre la pauvreté et l'incarcération. Donc, Agir, c'est plus de 50 femmes qui ont participé au projet. C'est 8 artistes professionnels. On a travaillé en communauté et en détention, donc dans plusieurs prisons, donc à la prison Joliette au fédéral et à la prison provinciale à l'époque qui s'appelait la Maison Tanguay. Et on a réalisé, donc ces femmes ont réalisé 35 œuvres audiovisuelles qui ont été en fait présentées après dans une exposition qui s'appelle Agir, art des femmes en prison. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Un très beau projet, plein de conférences, une très belle couverture médiatique.
Et là, pendant que des femmes en parallèle, elles sortent de prison, elles ont vécu Agir, et là, elles décident en fait de poursuivre leur exploration artistique en fondant le collectif À Rentrel en 2009. Donc, vous imaginez bien que c'était une grande surprise pour nous, parce que Agir, c'était un projet pilote. Il a été notamment financé par Conditions Féminines Canada à l'époque. Donc, ça allait au-delà en fait de nos attentes. Donc, de voir que la communauté visée déclenchait un projet et avait envie de le poursuivre au-delà en fait de la période du projet pilote. Donc, ça a été pour nous évidemment un succès. Ces femmes se sont tout de suite présentées, elles ont défini le collectif comme un collectif de femmes artistes qui disent non à la violence, non à la pauvreté et non à l'intolérance. Donc, vous voyez tout de suite en fait la prise de position en fait qui est vraiment à des fins de justice sociale. Donc maintenant, À Rentrel a son actif 8 projets. Donc, vous voyez, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'art communautaire. Donc, avec cette expérience, il est certain qu'on a une façon de faire. On a déterminé ce que j'ai appelé nos facteurs clés de succès. Donc, je ne vais pas tous vous les présenter, mais je voulais pointer en fait les principaux que je pense importants à vous partager, qui sont donc notamment, donc nous, on opère dans une collaboration qui est non hiérarchique. Donc, on valorise les expertises de toutes les parties, donc que ce soit les artistes professionnels et les artistes communautaires. Donc, pour ça, on a une petite anecdote. Donc, c'est l'histoire de la boîte, en fait. C'est l'artiste professionnel, il amène la boîte, le contenant. L'artiste communautaire, il remplit cette boîte, donc il amène le contenu. Et ensemble, ils réorganisent le tout. Donc, on a aussi en fait le fait que la création, elle est au même niveau, donc l'œuvre finale qu'on réalise, elle est au même niveau que le processus de création. Donc, on établit en fait tout un cadre. Donc, on essaye que le processus de création soit le plus sécuritaire possible pour les femmes. On est là pour leur proposer une expérience valorisante. Donc, on s'entoure en fait et ça va être vraiment leur œuvre. Donc, c'est elles qui doivent être satisfaites à la fin. Donc, on s'assure en fait toutes les parties que ça opère dans ce sens-là. On diffuse toujours nos œuvres dans des contextes professionnels. Donc, on a exposé aux rencontres internationales du documentaire de Montréal, on a exposé dans les maisons de la culture, on a exposé dernièrement au musée de culture de Trois-Rivières, etc. Le dernier point que je veux vous souligner, c'est que nos artistes communautaires sont rémunérés, donc c'est un contrat de travail qu'on leur offre au même titre que les artistes professionnels. Donc tout ça, en fait, vous imaginez bien que ça a des impacts. Donc il y a des impacts à plusieurs niveaux. Donc évidemment qu'il y a des impacts au niveau des femmes, mais il y a des impacts au niveau de la société également. Donc on peut parler d'impact sociopolitique. Donc tout d'abord, donc c'est sûr que l'art communautaire est devenu pour nous, donc là je dis nous, j'englobe la société Elisabeth Frey dans ce nous, en tant que quand même expert auprès des femmes judiciarisées, c'est devenu un outil très efficace pour travailler la réintégration sociale des femmes. Donc on a une transformation sur leurs relations personnelles, c'est quelque chose qui développe leur estime, qui accentue leur sentiment d'appartenance et leur reconnaissance sociale, et ça développe des compétences et des habiletés qu'elles ne pensent pas transférer à la base, qu'elles ne pensent pas posséder à la base. Et souvent, en fait, quand les femmes, elles embarquent dans un projet d'art rentrel, c'est vraiment ce qu'elles nous disent. Ah, de toute façon, moi, je n'ai pas de compétences artistiques, je ne sais pas dessiner, moi, la vidéo, je ne connais rien aux ordinateurs, le montage, je ne comprends pas, j'aime pas les bébelles d'ordinateur, etc. Donc, Anne-Céline, ralentir oui? encore un petit peu, juste pour donner la chance aux traducteurs de rejoindre les gens. Merci, désolé. Ben non, pas de problème, c'est moi qui suis désolée. Merci pour l'exercice de traduction. Donc, on voit qu'elles sont comme dans des situations un petit peu d'anxiété, puis elles ont tendance à se dévaloriser alors qu'elles possèdent des compétences, bien évidemment, comme chacun d'entre nous. Donc, on a vu en fait que de les mettre dans cet exercice de création leur permettait d'aller les développer et de les voir en tout cas. Donc, on a scindé, nous, notre processus créatif en 2 états, si je peux dire. Donc, on a vraiment le côté processus de création en tant que tel,
où les artistes professionnels encadrent les femmes, donc là où ils co-créent ensemble et ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire au sens de l'œuvre, enfin comme tout travail artistique, comme ce que font les artistes en général. À côté de ça, on a toute une série de formations. Donc, ça va dépendre des médiums artistiques avec lesquels on travaille, mais vous allez avoir des formations liées au montage, liées à la caméra, liées au son, etc. Pour dénombrement, on avait rajouté justement les compétences fortes et je vais m'en venir à l'intérieur de ça. Donc, on voit que les femmes peuvent venir pitcher à l'intérieur, prendre à l'intérieur de ces formations des éléments qui vont leur permettre de mieux comprendre le médium artistique avec lequel elles travaillent. Et évidemment qu'elles sont encadrées de professionnels. Donc, je vais y aller. Je suis un peu passée sur les impacts sociopolitiques, mais vous avez compris, l'idée, c'est de changer le regard que la société porte sur les femmes judiciarisées, puis c'est créer des espaces de rencontre. Donc, on voulait, en fait, on peut arriver à un constat à cette étape-là, c'est que l'art communautaire est un outil de communication sociale pour nous. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est un outil de préemployabilité pour les femmes judiciarisées. Je vous ai aussi démontré pourquoi. Donc, on est dans un endroit où les femmes sont rémunérées, on a un cadre, c'est un contrat de travail. C'est sûr qu'elles ont des comptes à rendre à leur employeur, en tout cas. Et elle chemine en fait avec l'équipe pour aboutir à la réalisation de cette œuvre et on a vu qu'elle développait des compétences qu'elle ne pensait pas posséder alors que souvent elles les ont. Donc là, on voulait aller encore plus loin et on a fait appel aux compétences fortes. Donc, j'ai rencontré les compétences fortes il y a déjà quelques années, donc avec les CEA. Et on a vraiment vu en fait l'énorme potentiel de cet outil. Tout d'abord parce que c'était en adéquation complète, c'est le reflet d'une philosophie, les compétences fortes. Donc déjà, c'est la philosophie que porte l'ICEA en tant qu'organisation qui travaille en éducation des adultes. Donc, on peut apprendre tout au long de notre vie. On accède à un savoir et il faut veiller au fait que ce savoir, que l'éducation soit accessible pour les adultes et qu'on puisse le faire. Donc, et il y avait aussi ce point en fait qu'on est tous riches de nos expériences de vie. Donc, on chemine tout au long de notre vie et on développe en fait des habiletés qu'on va se forger à travers notre tempérament, à travers nos expériences. Donc, et c'est exactement ce que reflètent les compétences fortes. C'était le but premier en fait des compétences fortes. Donc, ça nous a beaucoup plu. Ça met de l'avant en fait la capacité des personnes. Donc, nous à la Société Elisabeth Frey, on travaille avec ça, c'est au cœur de ça. Pour nous, les femmes, elles ont du potentiel, elles ont des talents et elles sont capables de faire des choses. Donc, à côté de ça, on voyait aussi que c'était quelque chose qui allait nous permettre de valider l'acquisition des compétences. Donc, je voulais montrer, c'est sûr qu'on voyait qu'elles développaient des choses à travers tout le processus de création. Elles viennent travailler en équipe, elles viennent développer leur sens de l'esprit critique, etc. Mais là, vraiment, on voyait qu'elles pouvaient se reconnaître à l'intérieur d'un outil qui existait. Donc, c'était reconnaître ses compétences et celles des autres. Ensuite, on pouvait aussi comprendre ce qu'est une compétence. C'est pas, c'est du vocabulaire quand même. Donc, travailler avec ce référentiel de 22 compétences permet vraiment de s'inscrire dans quelque chose qui est reconnu, qui est validé par un organisme tel l'ICEA et par tout un réseau en fait d'éducation. Donc, on aimerait aussi par la suite pouvoir travailler au transfert en fait de ces compétences. Mais je vais y arriver. Donc, l'outil des compétences fortes nous a permis ceci. Donc, je suis proche de ma conclusion. Je voulais juste, en fait, vous rajouter un petit point, en fait, avec les droits culturels. Donc, l'art communautaire, bonifié par les compétences fortes, en fait, vient, en fait, dans la continuité des droits culturels. Donc, pour nous, en fait, on crée des espaces de rencontres improbables, donc qui deviennent des façons d'accéder à les droits culturels. Donc, je vais juste, en fait, vous lire la définition des droits culturels. Donc, les droits culturels visent à garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Donc, c'est un extrait en fait de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels qui a été initiée en 2007. Donc,
on voit que en fait, c'est des droits qui sont nécessaires à chacun pour vivre son processus d'identification tout au long de sa vie. Et c'est le droit au savoir. Donc, souvent, en fait, on pense que les droits culturels, ils arrivent en dernier lieu. Une fois qu'on a assouvi tous nos besoins vitaux, comme le logement, l'alimentation ou le travail. Mais en réalité, les droits culturels, le culturel, en fait, c'est le culturel, je me trompe, ça représente la circulation des savoirs dans toutes nos sphères de la vie, dans tous les domaines, et c'est ce qui donne du sens. Et c'est ce qu'on a besoin. Donc, on remarque ça, en fait, chez des personnes comme des femmes qui ont vécu des périodes d'incarcération, qui ont vécu vraiment des périodes d'échec. En fait, on voit qu'il y a une coupure, en fait. Et donc, il faut recréer ce sens-là. Donc, je vais vous lire en fait une remarque, en fait, un témoignage d'une femme avec qui j'ai travaillé en 2014 dans un projet qui s'appelait Décliner votre identité. À l'époque, en fait, on avait fait un bilan qualitatif et elle dit ça, en fait. Donc, à la question « Qu'est-ce qui a changé pour vous après le projet ?» Une des participantes répond « Tout, j'ai même changé mon salon, c'était le bordel. Ici, j'avais un autre divan et j'avais beaucoup de meubles. J'ai jeté énormément de choses. J'ai fait 2 mois de ménage. Parce que je trouve que la maison de quelqu'un, c'est la réflexion de l'intérieur de son cerveau. Avant, j'étais trop mélangée dans ma vie, donc je n'avais pas la capacité de nettoyer. J'ai encore beaucoup de choses, mais c'est très organisé. Et j'ai changé mes amis, mes habitudes, j'ai un nouvel emploi, j'ai un nouveau rat. Donc, on peut vraiment, à travers ce témoignage-là, constater l'impact que ce type de projet-là peut avoir sur la vie d'une personne et comment c'est un vecteur de changement. Donc, pour revenir sur les compétences, nous, on va travailler, donc c'est ma conclusion finale là, on travaille présentement, donc avec Arentrel, on a établi en fait déjà une première façon d'intégrer les compétences fortes avec les femmes. On a reformalisé, on s'est approprié l'outil, on a mis en place un programme spécifique pour les femmes judiciarisées de compétences fortes, on l'a validé avec un focus groupe de femmes qui a participé à un premier essai. Elles nous ont donné des recommandations, on est en train de rebonifier tout ça et là, on est en train d'implanter en fait dans la prochaine année un programme qui sera spécifique pour les femmes judiciarisées afin de les accompagner pour reconnaître leurs forces. Donc, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci Anne-Céline. Pour l'ICA, le partenariat avec la Société Elisabeth Frey et dans le cadre du projet Art entre elles avait 2 grands avantages. Nos compétences fortes est utilisée depuis les années 90 auprès de populations marginalisées, hommes, femmes, auprès de personnes peu alphabétisées, auprès de personnes en réinsertion en emploi. Le partenariat avec la société et d'utiliser, de mettre en œuvre NCF auprès de femmes incarcérées nous a permis de renouer avec l'ADN du projet. À sa fondation, c'est un outil destiné aux femmes, à mettre en valeur les compétences que les femmes développaient en dehors du marché du travail, dans la sphère domestique, dans leur vie, etc. L'autre apport était de voir l'art comme processus de formation au travers de la production artistique. Et là, c'est intéressant pour l'ICA, c'est un domaine qu'on avait peu exploré ou qu'on n'a pratiquement pas exploré, comment le processus artistique est aussi un processus d'apprentissage, un processus de mise en valeur des compétences existantes et un processus de développement de nouvelles compétences. Donc, le partenariat avec la société a été très précieux pour l'ICA et a permis de voir que l'instrument était toujours pertinent auprès des populations qui avaient été ciblées à l'origine dans les années 90. Je passe la parole à M. Georges April, qui est un formateur, un partenaire de plusieurs années avec l'ICA, qui a piloté plusieurs formations de formateurs à l'utilisation d'instruments, de nos compétences fortes et d'animation. Donc, Georges est un ami de l'ICA et un défenseur de nos compétences fortes. Et c'est une des personnes qui connaît le mieux l'instrument. Donc, on a pu bénéficier de son expertise pour le projet avec Art entre elles. Et pour ce webinaire, il n'y a personne de mieux placé que Georges pour nous parler de nos compétences fortes et de l'initiative qui a eu lieu avec la Société Elisabeth Frey. Georges, à toi la parole. Merci. Donc, comme Daniel vous l'a dit, mon nom est Georges April. J'ai fait de la formation depuis des années avec des groupes d'adultes, de la formation et de l'animation. Puis, je me considère privilégié d'une certaine façon d'avoir pu animer nos compétences fortes avec différentes personnes,
plusieurs groupes et j'ai fait aussi la formation d'animateur de la démarche au Québec, au Canada, français et en Europe aussi. Donc, pourquoi je dis que je suis favorisé d'avoir pu animer nos compétences fortes, c'est que c'est une démarche très positive. Donc, les gens qui constituent le groupe sont à l'aise puisqu'on aborde leur côté positif, on parle de leur force. Jamais on met le doigt sur leurs problèmes et tout, on parle de ce qui va bien. Et on essaie aussi de développer à l'intérieur de la démarche une cohésion dans le groupe où les gens s'appuient sur leur réalisation. La démarche, au début de la démarche, on demande tout simplement aux gens de nous parler d'une réussite qu'ils ont fait dans leur passé. Et ça, déjà là, ça met la table pour l'idée qu'on parle de soi, mais on parle de nous, d'un élément de fierté. Donc, ça part bien la démarche. On explore le référentiel des compétences. Les compétences, j'ai le goût de vous nommer quelques-unes qui font partie du référentiel de 22 compétences. Ça va vous permettre de voir un peu de quoi il s'agit. Donc, confiance aux autres, confiance en soi, créativité. Je vais toutes les donner. Débrouillardise, esprit d'équipe, esprit d'initiative, facilité à apprendre de ses expériences, facilité à communiquer, facilité à faire des tâches répétitives, facilité à persévérer, facilité à résoudre des problèmes, facilité à se fixer des objectifs, facilité à travailler sous pression, facilité d'adaptation, facilité de persuasion, leadership, maîtrise de soi, sens de l'observation, sens de l'organisation, sens des relations interpersonnelles, sens des responsabilités et sens du travail bien fait. Donc, vous voyez que c'est assez large et c'est évident qu'une personne, lorsqu'elle voit la liste de ces 22 compétences-là, elle est plus familière avec certaines d'entre elles parce qu'elle les possède. Mais la démarche permet de voir aussi et d'explorer quelles sont les compétences que j'ai, mais que je ne soupçonnais pas. Okay? Donc, ça crée une belle ambiance dans le groupe. Bon, je vais vous rappeler les objectifs de la démarche, comme ça va vous permettre de mieux comprendre aussi. Donc, les objectifs, c'est de savoir reconnaître ses compétences génériques fortes, savoir reconnaître les compétences génériques fortes chez les autres et savoir reconnaître des compétences génériques utiles selon les situations de travail. Et dans la démarche, nos compétences fortes, quand on parle de travail, on ne pense pas spécifiquement à l'emploi. On pense à tout travail qu'une personne a à réaliser au cours de sa vie. Donc, c'est le travail au sens large. OK. Donc, j'ai une petite cloche. La démarche permet à la personne suite à un repérage, pour chacune des compétences, il y a toujours 4 capacités qui y est associées. Et la façon d'identifier de façon objective lesquelles qui sont nos forces, au préalable de la démarche, on demande aux gens de remplir un formulaire de repérage où elles doivent identifier, selon leurs habitudes de vie, quels sont les comportements qu'elles reproduisent le plus. Donc, c'est lié aux capacités et les compétences qui ressortent le plus, c'est parce que la personne a identifié qu'elle utilisait fréquemment chacune des capacités liées à cette compétence-là. Donc, la première période, on met de côté ça, ce résultat-là, on ne le voit pas tout de suite, et on demande d'abord aux personnes d'identifier, d'après elles, dans le référentiel, quelles sont les compétences qu'elles se reconnaissent. Donc, il y a un premier tour de table où chaque personne se présente et dit «
Moi, mes compétences que je me reconnais, ce sont les suivantes et on demande aux gens d'en identifier de 4 à 6. Et là, le processus de reconnaissance, ça repose sur 4 clés. Découvrir la compétence, être capable de l'exprimer clairement, donc découvrir, exprimer. Valoriser, c'est de savoir à quoi elle est utile, la compétence. Et intégrer, c'est l'utiliser. Et vient le temps où on l'utilise sans effort, sans même trop s'en rendre compte, parce que la compétence est bien intégrée. Dans le cadre de la démarche, parfois je donnais l'exemple de Obélix. Obélix, pour lui, il ne considère même pas qu'il est fort, parce qu'il n'a jamais fait d'effort pour le devenir. Mais tous les gens, tous les Gaulois qui connaissent Obélix, lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un qui est fort, ils pensent tous à Obélix, parce qu'ils reconnaissent chez Obélix sa force. Okay? Donc, dans notre milieu à nous, il y en a des Obélix, puisque les choses qui nous semblent les plus naturelles pour nous, parfois on les banalise. Donc, la démarche nous permet de voir que même si ça semble facile pour moi, c'est une compétence puisque les gens autour de moi me font appel à moi pour cette compétence-là. Parfois, au début de la démarche, il y a des personnes qui disent « Oui, mais si jamais je n'ai pas de compétences, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Moi, je les rassure et la démarche est rassurante dans ce sens-là. Tout le monde a des compétences. Donc, c'est qu'on n'est pas habitué de se voir comme étant des personnes compétentes et les gens autour, lorsqu'ils nous demandent de l'aide, en quelque sorte, ils nous demandent des choses qu'ils savent qu'on est capable de faire. Donc, la piste, l'étincelle de départ, c'est si je pense que je n'ai pas de compétences, j'ai juste à réfléchir dans mon entourage quel type d'aide qu'on me demande d'habitude. Okay. L'exemple que je donne parfois, c'est moi, quand je veux faire de la peinture chez moi, je ne demande pas à n'importe qui de m'aider. Je demande à des personnes que je sais qui vont faire un travail de qualité. Donc, je leur reconnais la minutie. Eux ne se considèrent pas nécessairement minutieux, mais moi, j'ai observé qu'ils l'étaient. Donc, je leur reconnais cette compétence-là. L'importance du groupe dans la démarche Nos compétences fortes, c'est aussi de pouvoir avoir le regard extérieur des autres personnes et de nous valider lorsqu'on exprime une compétence. Donc, la démarche est basée sur j'exprime mes compétences, j'en parle aux autres et eux, ils me reflètent si mon exemple pour en parler est assez évident, est assez frappant. Dans cette étape-là, les personnes développent une façon d'exprimer leurs compétences et de devenir crédibles lorsqu'elles parlent de leurs compétences. En gros, là, la démarche tourne autour de ces aspects-là. Et dans la démarche, un aspect important, c'est qu'on fait une activité de groupe qu'on appelle un projet collectif. Avec le collectif L'Art entre elles, le projet existait déjà à même leur programme. Donc, on n'a pas créé un projet en parallèle. On s'est dit, vous avez déjà un projet collectif. Ce qu'on va faire, on va observer comment se passe le projet et c'est là qu'on va voir les compétences. La démarche Nos compétences fortes, c'est une démarche qui s'intègre bien dans d'autres programmes de formation, justement parce que on peut faire des liens entre les apprentissages liés au programme de formation et les habiletés des personnes à apprendre à l'intérieur de ce programme-là. La différence, la lumière différente qu'apporte la démarche Nos compétences fortes, c'est de faire le lien pour réaliser ça, la personne a mis en application telle compétence. Et on fait les liens entre les réalisations et la compétence. Dans le cadre avec le temps, j'ai eu l'occasion d'observer des effets positifs de la démarche Nos compétences fortes et des effets même immédiats que je pourrais dire. En cours de démarche, qui est à peu près 6 ou 7 rencontres, un petit peu espacées sur quelques semaines,
à l'intérieur de la démarche, il y a des gens qui mettent en application tout de suite certains effets de la démarche. Et j'ai comme exemple un que je trouve assez spectaculaire. Une personne a, en cours de démarche, demandé à son employeur une augmentation de salaire. Quelque chose qu'elle ne pensait même pas tout à fait, elle n'était pas certaine de mériter, mais elle trouvait que son patron exigeait beaucoup d'elle, mais elle n'avait pas un plus gros salaire que les autres. Donc, on a vu que son employeur misait sur elle pour former les nouvelles personnes qui arrivaient dans l'entreprise. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, s'il mise sur toi pour former des nouvelles personnes, c'est parce qu'il trouve que tu fais bien ton travail, il a confiance en toi, tu donnes une bonne image à son entreprise. Donc, il ne veut pas te perdre. Donc, elle est allée avec plus de confiance, s'adresser à son employeur pour obtenir une augmentation de salaire et elle l'a obtenue. Donc, c'est un effet immédiat. Ce n'est pas dans tous les groupes qu'on a ce résultat-là, mais ce que je peux dire comme effet immédiat dans la démarche, c'est que les personnes développent une aisance de parler d'eux-mêmes, ce qu'ils n'ont pas nécessairement lors de la première rencontre. Et on voit aussi beaucoup de collaboration dans les groupes. Aussi, la démarche Nos compétences fortes a été utilisée dans des coopératives d'habitation et c'était dans le but de recréer une dynamique de groupe et de collaboration dans le groupe. J'ai eu l'occasion d'animer quelques fois dans les coopératives d'habitation et cette dynamique-là s'installe assez rapidement aussi avec la démarche Nos compétences fortes. Bon, les personnes qui participent à la démarche, il y a aussi des personnes en insertion à l'emploi qui se questionnent sur leur réorientation professionnelle, réorientation de carrière. La démarche les aide à mettre le doigt sur les choses pour lesquelles il y aurait le plus de potentiel et qui aurait le plus de plaisir à réaliser. Donc, suite à cette démarche-là, il y a des gens qui décident de carrément retourner faire des formations professionnelles pour une réorientation. Et ça, c'est un effet relativement rapide aussi en cours de démarche. Des effets à long terme, et ça, je pourrais dire assez général, là, peu importe à court terme ou à long terme, on voit que les gens ont plus d'affirmation suite à la démarche. Ils ont une plus grande confiance et une plus grande estime de soi. C'est des gens qui deviennent plus actifs dans leur vie et qui ont le goût de développer des projets. Donc, c'est des effets positifs de la démarche. Moi, suite à, et c'est un peu comme ça que je vais terminer, suite au projet avec l'art entre elles, j'ai eu l'occasion de revoir le groupe 4 mois plus tard. C'est pas tout le temps qu'on peut revoir le groupe par la suite, mais avec ce projet-là, j'ai eu l'occasion de le revoir. Et là, j'ai vu une différence. C'était lors du vernissage à Trois-Rivières, le vernissage de dénombrement. Là. Et toutes les femmes ont pris la parole spontanément devant le groupe. Les gens du vernissage, il y avait peut-être une 60aine de personnes au minimum. Et j'ai vu des femmes très fières qui expliquaient leur cheminement, qui expliquaient leur projet de leur entre elles, comment ça leur a permis de se développer. Et je voyais derrière ça une très grande différence entre le premier contact que j'avais eu avec elles et la fierté qu'elles avaient de présenter la réalisation de leur projet. Mais la prise de parole en public, j'ai trouvé que c'était un indicateur aussi que les personnes étaient plus à l'aise avec elles-mêmes, donc avec les gens de la communauté. C'est sur ce que je vous laisse. J'espère qu'on aura la chance d'échanger. Merci beaucoup, Georges. Cette démarche de nos compétences fortes, comme Georges l'a exprimé, repose sur un principe fondamental de l'éducation des adultes et de l'andragogie, pour ceux qui connaissent bien ces perspectives, c'est de partir de la personne. Un adulte a un vécu, un adulte a un bagage de vie, un adulte a développé des capacités tout au long de sa vie.
et les apprentissages scolaires sont un élément de ces capacités, mais c'est pas la totalité de ce qu'une personne développe comme capacité de faire et d'être tout au long de sa vie. Et à partir de ça, NCF construit et fait valoir l'approche en positive. Donc, que chaque personne a des forces, comme Georges l'exprimait, et il faut partir de ces forces pour reconstruire ou donner un élan, une impulsion ou motiver une personne. Et le second élément qui est assez particulier et fondamental à NCF, c'est de postuler que la personne est la mieux placée et une des personnes les mieux placées pour se reconnaître ses forces, et les pairs, les gens qui sont autour de cette personne, peuvent aussi reconnaître des acquis. Donc, les instruments de type examen, etc., sont un des outils qu'on possède pour mesurer des capacités d'une personne, mais les personnes elles-mêmes et leurs proches, leurs pairs, les gens dans leur entourage ont aussi cette capacité de reconnaître des compétences qu'on peut soi-même posséder ou que d'autres possèdent. Je vais maintenant donner la parole à Mme Sylvie Lantier, qui est une des participantes comme artiste qui a participé à cette initiative de combiner l'art et la reconnaissance des compétences génériques. Sylvie, à toi la parole. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Je vais vous partager. Bonjour, mon nom est Sylvie Lantier. Je suis une artiste communautaire et co-réalisatrice de dénombrement. Je vais vous présenter mon expérience de l'œuvre Dénombrement du collectif d'art entre elles. Dénombrement, c'est une projection vidéo de 6 portes de cellules de prison où l'on voit les femmes au quotidien en milieu carcéral. Notre but était de faire ressentir au public c'est quoi la vie des femmes en prison. Le tout nous a pris 6 mois à 3 ateliers par semaine. Avec notre réalisatrice, on a parlé longuement de plein de sujets. On a mis nos tripes sur la table. Et après quelques ateliers, un lien très fort nous unissait. Avec notre scénographe, on a fait une mise en réflexion pour mettre nos éléments dans l'espace. Ensuite, le pitching. Le pitching, c'est comment on a présenté Dénombrement au conseil d'administration de Art entre elles. J'ai eu des ateliers aussi avec des artistes professionnels, que ce soit le son, la caméra, l'image. Je les remercie beaucoup pour leur générosité et pour nous avoir transmis leur passion. Pour qu'à la fin, chaque artiste communautaire décide du début à la fin pour leurs œuvres. Notre vernissage fut un succès. Nos œuvres ont été exposées au Musée Pop de Trois-Rivières. Pour ma part, c'est un accomplissement personnel dont je suis très fière. Pour moi, Dénombrement fut une très belle aventure mémorable. J'ai pris confiance en moi et aux autres. Maintenant, je suis plus curieuse aussi de tout ce qui a rapport à l'art. J'ai rencontré des gens formidables aussi. Ça, c'est mon expérience de Dénombrement. Maintenant, je vais vous parler des ateliers parce que j'ai fait l'atelier des compétences fortes. Au début, là, on a tous, j'ai les papiers pour vous montrer en plus, on a tous répondu à un questionnaire. Voilà le questionnaire, toutes les questions sont là. On répond presque jamais, dans certaines conditions, souvent, presque toujours. Ce questionnaire a permis de cataloguer nos compétences fortes. C'est mes compétences fortes. J'ai beaucoup de compétences fortes, puis les moins fortes sont plus bas. Moi, dans mes compétences, j'en ai 5 compétences fortes. On a sorti 5 compétences fortes pour tout le monde. Ça, c'est mes compétences fortes. Je ne vous les dis pas dans l'ordre, mais j'ai facilité d'adaptation, esprit d'équipe, communication, maîtrise de soi et confiance en soi. Sur ces 5-là, il y en a une qui est plus forte. Il y a un caractère plus fort. Celle-là, c'est notre compétence la plus forte.
sur les 5, c'est ça, les 5 compétences. Moi, je n'avais jamais pensé avoir la compétence facilité, je n'avais jamais pensé avoir la compétence facilité d'adaptation parce que je suis bien ancrée. Et quand je sors de ma zone de confort, je suis toute déboussolée. Exemple, la confiance en soi, non, la compétence, les confiances en soi, je vais vous montrer les capacités. Parce que pour une compétence, on a 4 définitions. C'est quoi la capacité? Ça nous explique c'est quoi la compétence. OK. Là, je vais vous parler d'une compétence. La compétence, je vais juste vous dire la compétence en soi, la confiance en soi. OK. Les capacités sont je ne crains pas de me faire critiquer mon travail. J'accepte de relever des défis, même difficiles, parce que je sais que je suis capable. Ensuite, on a tous travaillé sur les capacités pour bien comprendre les compétences. J'ai bien réalisé mes 3 objectifs d'apprentissage. Les 3 apprentissages sont se reconnaître des compétences fortes, reconnaître les compétences fortes chez les autres et reconnaître les compétences génériques dans des situations de travail. J'apprivoise aussi mes compétences les moins fortes. Moi, je n'ai pas la compétence de faire des choses répétitives. Hein? Fait que quand je m'apprête à faire je vous raconte une anecdote. Quand je m'apprête à préparer mon ragoût de boulettes, là, à rouler des boulettes, là, ça prend, c'est une capacité répétitive. Là, fait que moi, là, la seule compensation que je me dis quand je roule mes boulettes, c'est que mon ragoût de boulettes va être succulent et que toute ma famille va être ravie de mon ragoût de boulettes. J'ai tellement aimé nos compétences fortes que j'ai pris le test qu'on m'a donné, là, les questions au début, je les ai toutes effacées puis je vais les faire passer à mes enfants. C'était mon expérience. Là, je vous montre aussi l'attestation. On a tous une attestation comme ça à la fin. Fait que moi, là, je trouve que j'ai appris beaucoup avec les compétences fortes. J'ai appris des choses que je ne savais pas sur moi. Fait que c'était mon partage. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Parmi tes compétences, il y a bien parlé de NCF et la mettre en valeur. Je trouve que tu montres bien, tu illustres bien ce que NCF est. Puis aussi, j'aime bien de voir les instruments qui ont été utilisés lors de l'initiative. Pour terminer la section présentation de la table ronde, je vais redonner la parole à Anne-Céline qui va vous partager un petit résumé vidéo du projet artistique pour le mettre en valeur. Il y avait quand même cet élément-là fondamental dans l'initiative, le projet de dénombrement lui-même. Anne-Céline? Oui, alors je vous partage mon écran. Je vais vous envoyer la bande-annonce en fait du projet. Moi, mon nom, c'est Michel. J'ai 61 ans. J'ai passé 24 ans de ma vie derrière les barreaux. Ben, c'est un endroit pour réfléchir, fait que j'ai réfléchi longtemps. Je ramassais en dedans avec une première sentence vie. Méchante sentence. Je me gelais. Il n'y a rien que je faisais pas parce que je me disais le matin, je m'en fous, je sortirai plus jamais d'ici. Le soir, quand tu te ramasses dans ta cellule, tu penses beaucoup. Puis tu essaies de trouver des trucs pour essayer de t'évader. La musique, pour moi, ça fait partie de ma vie. C'est comme très important. Toutes les émotions dans ma vie, je les ai vécues avec la musique. I got a music in me. J'ai eu un grand amour, il s'appelait Tony. Quand j'étais en prison, ben, il est décédé d'un cancer. On est toutes seules en prison. On est toutes seules de corps, mais on est toutes seules aussi à vivre. Vivre ces impuissances-là.
Je me sens libre aujourd'hui, je me sens bien, je suis bien. Et je ne pense pas retourner en prison. Ben, je suis un oiseau qui a besoin de liberté. Qu'on ne peut pas enfermer dans une cage. Merci beaucoup, Anne-Céline. J'inviterai Georges, Sylvie et Anne-Céline à réactiver votre micro et la caméra pour la période de questions. Oui. Je vais commencer avec une question qui est adressée à Sylvie plus directement comme participante à l'initiative. Comment vos proches ont réagi face à l'œuvre collective que vous avez, à laquelle vous avez contribué et à la démarche artistique? Puis, quel genre de liens se sont créés entre les femmes? Donc, deux questions. Comment les gens dans la famille, dans l'entourage ont réagi face à la démarche artistique et quels liens ont été développés entre les femmes qui ont participé ensemble à la démarche? Sylvie? Ben là, moi, mes enfants, ils n'ont pas vu, ils sont pas venus au cégep au musée pop de Trois-Rivières, mais je les ai présentés, là. Ils ont pas, ils ont trouvé ça ils sont fiers de leur mère, de tout ça, surtout de la réinsertion moi, je suis en réinsertion, là, maintenant. Et puis, la démarche artistique, ça s'est fait tranquillement. Avec tous les professionnels qu'on avait, c'était comme... au début, je sais qu'avec notre scénographe, à un moment donné, je n'avais pas d'idée, puis je me disais, mon Dieu, je ne sais pas ce que je fais là-dedans, parce qu'on travaille sur comment arriver à notre création. Puis, du jour au lendemain, comme ça, paf, là, dans un cours, c'est là que ça a tout popé dans ma tête, puis c'est là que ça a déclenché là, la création. Puis, mais c'est devenu tranquillement avec tous les ateliers, puis on a fait beaucoup de parlage avec notre réalisatrice. On a mis nos tripes sur la table. On a parlé de plein de sujets, de nos peurs, de nos angoisses. Mais à parler puis à mettre nos tripes sur la table comme ça, c'est sûr qu'on a créé un lien très fort entre les femmes. Et puis, tu sais, c'est comme des... Ils ont toute une partie, on a toute une partie de chaque femme en nous. Parce que c'est vraiment... c'est un projet qu'on ne pensait pas pouvoir tout faire. Puis, c'est sûr que ça a pris 6 mois, mais on garde tous aujourd'hui quand même un lien, les femmes, là. On a perdu un en chemin, là, il est décédé. Mais à part ça, là, c'est comme... c'était vraiment... quelque chose que... Parce qu'on avait tous nos caractères, les femmes, là. On avait pas la même sens de prison, on n'avait pas le même cheminement. Mais à la fin, on est tous égales, puis on n'avait pas besoin de se parler, on se regardait dans les yeux, puis on se comprenait, c'était fort comme ça, là. Puis j'ai trouvé ça formidable. Georges et Anne-Céline, vous qui avez observé la dynamique entre les femmes, avez-vous des commentaires à ajouter sur ce que vous avez vu dans leur dynamique de groupe ou ce que NCF a provoqué et le projet Art entre elles? Et moi, ce que Sylvie vient de dire, j'ai eu la possibilité d'observer justement d'abord les personnalités. Hein? C'est vrai, elle dit on avait toute notre personnalité. Ça m'a fait sourire, mais c'était vrai. Et toute personnalité confondue, ça donnait quand même un esprit d'équipe intéressant. Puis moi, je n'ai pas vu toutes les étapes du projet Art entre elles, mais j'étais confiant du résultat. Et lors du dévoilement, j'ai remarqué que j'avais raison d'être confiant. C'est drôle, c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais ça me donnait un sentiment de fierté. C'est des projets, en fait, captivants et humainement, en fait, c'est énorme, en fait. C'est vraiment des aventures extraordinaires. Alors, c'est sûr que les femmes, en fait, dans le cadre des projets, comme elle l'a dit, Sylvie, il se passe plein de choses. Quand elles disent qu'elles mettent leurs tripes sur la table, c'est vraiment vrai. On pleure beaucoup dans le cadre de nos projets. Ce projet-là, on a beaucoup, beaucoup pleuré. Je pense à chaque séance, en fait, on pleurait. Et ça crée du lien. En fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que ça crée du lien au-delà, en fait,
on n'est pas tous amis dans la vie, on va pas se mentir. Donc, des fois, il y a des affinités, en fait, plus que d'autres. Et aussi, les femmes, elles vivent quand même, quand on fait nos projets, elles vivent en maison de transition. Donc, elles ont aussi une part, en fait, de sociabilisation en dehors du projet. Donc, la vie continue avec tous les aléas. Donc, c'est sûr qu'au début, des fois, comme tout, on sort de notre zone de confiance. Donc, il y a des ajustements à faire, mais après, ça se met rapidement en marche. Avec les compétences fortes, moi, je vous partage en fait une petite crainte que j'ai eue en tant que cordeau, responsable artistique. J'avais un peu peur que les femmes trouvent ça abstrait ou trop scolaire ou je me demandais en fait au fur et à mesure, parce que c'est quand même un processus long, les compétences fortes. On a fait le module long qui est sur 14 heures, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des femmes aussi des fois, qui sont fatiguées, donc qui sont médicamentées aussi. Enfin, il y a des réalités quand même des fois dans notre milieu. Donc, et là, on avait Christine qui des fois semblait pas vraiment là, mais en fait, elle était vraiment là. Et ça m'a beaucoup surprise en fait de voir en fait que elles ont embarqué dans l'aventure avec plaisir, puis elles ont vraiment vu le potentiel en fait. On vous voyait vraiment, comme le disait Georges dans sa présentation, quand il dit que on s'intéresse qu'aux forces, c'est vraiment ça qui est intéressant, puis ça s'est vraiment senti dans le groupe. Eh bien, merci. Il y a 3 questions qui portent plus particulièrement sur l'art comme vecteur, comme moyen, etc. La première, et je vais les poser les 3, là. La première est la contribution de l'art à la réinsertion socio-professionnelle. On n'est pas dans du développement de l'employabilité classique. Donc, comment l'art réussit ou comment l'art est approché comme moyen pour favoriser la réinsertion. L'autre question touche peut-être plus particulièrement les gens s'il y a eu des participantes qui étaient encore, les 2 autres questions, en fin de compte, touchent plus particulièrement le cas où des participantes sont toujours en milieu carcéral. Donc, produire de l'art a des coûts, ça prend du matériel, etc. Comment vous vous assurez de pouvoir réunir tout le matériel nécessaire à la production artistique et incluant le paiement, le coût des équipements? Et la deuxième question pour les personnes qui participent à une démarche et qui sont toujours en milieu carcéral, l'art peut générer beaucoup de questions philosophiques, beaucoup de questionnements éthiques. Comment les gens vivent ce développement de soi et peut-être certaines questions éthiques que l'art peut générer en étant en milieu carcéral et comment les exprimer face aux gardiens ou à l'administration au sein de la vie quotidienne. Donc, 3 questions sur l'art. Comment l'art contribue à la réinsertion socio-professionnelle. Pour les gens en milieu carcéral, comment s'assurer que les équipements sont disponibles pour produire, incluant le paiement. Et quand l'art développe des questionnements éthiques, comment la personne peut vivre ces questionnements-là éthiques en cellule et en milieu carcéral. Probablement que Céline, tu es la principale personne qui peut répondre à cette question. Donc, comment l'art est un moyen de réinsertion? Donc, comme je l'ai un peu présenté dans la présentation, là, c'est sûr que vous avez compris en fait qu'il y a un cadre. En fait, on a déjà un cadre d'intervention. Donc, on travaille avec une méthode qui est l'art communautaire, donc qui a sa façon de faire. On a défini notre propre méthode aussi, comme je vous l'ai dit, une collaboration non hiérarchique, des présentations d'œuvres dans des contextes publics, la parole des femmes au centre du processus, etc. Donc, c'est sûr en fait qu'au début, on a vu que c'était un moyen de communication sociale, je vous l'ai dit, mais après, on a vu, c'est en embarquant dans l'aventure qu'on a vu que ça allait au-delà en fait. Pour nous, ça développait, là je dis nous, la Société Elisabeth Frey, ça développait en fait ce qu'on appelle dans notre jargon en fait des compétences plus qui viennent de l'ordre du clinique. Donc, on parle d'estime de soi, on parle de développement des habiletés, on parle aussi de vivre une expérience professionnelle qui est valorisante. Donc, c'est sûr que tout ça, en fait, a un impact sur la réinsertion sociale des personnes parce que ça leur permet, en fait, de se décentrer. Comme le disait aussi Georges avec NCF, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec NCF, c'est toujours de mettre au centre la force des personnes. Tout le monde a des potentiels.
peu importe votre parcours. Donc, c'est exactement ça, en fait. Donc, pour réussir une réinsertion, en fait, c'est qu'on va favoriser un encadrement. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans nos maisons de transition. Les personnes, en fait, elles peuvent cheminer vers leurs objectifs de communauté. Donc, par exemple, aller vers le travail, recréer du lien avec leur famille, etc. Mais elles peuvent le faire parce qu'en maison de transition, elles ont déjà un toit. Elles ont accès à de l'alimentation et puis après, elles ont un entourage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a chez nous, en fait, on appelle ça des conseillères cliniques. Donc, chaque femme a une intervenante qui va l'encadrer et qui va veiller, en fait, à ce qu'elle puisse respecter ses conditions, ses conditions légales, en fait, et qu'il puisse, en fait, entamer des démarches qui vont l'aider à réussir sa réintégration sociale. Donc, l'art communautaire, ça vient pour nous, en fait, bonifier ça. La Société Elisabeth Frey, elle s'est vraiment positionnée et elle a affirmé, donc après un certain nombre de projets, mais on a vu que c'était un vecteur de transformation sociale et que c'était un outil pour nous qui nous permet de travailler au même titre que nos méthodes d'intervention avec lesquelles on travaille quotidiennement pour réussir la réinsertion. Et ça, je vous dirais aussi que c'est des choses qui se sont installées avec le temps parce qu'il a fallu aussi convaincre nos équipes à l'intérieur. Donc, l'art, c'est toujours quelque chose d'abstrait, on n'a pas toujours la fibre artistique comme on dit, donc on se dit « off ». Et c'est comme ce que je disais avec les droits culturels, on pense tout le temps le culturel après, en dernier lieu. Mais le culturel, c'est très, très large. Donc, c'est ça aussi qui nous permet d'accéder à l'éducation. Et c'est aussi ça qui nous permet de reconnaître nos forces. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, ça vient venir complémenter, si je peux dire, toutes les méthodes qu'on a déjà. Donc, comme je dis, nos méthodes d'intervention pour réussir une réinsertion, ça va être des programmes psychosociaux, ça va être des méthodes plus de l'ordre du clinique, de l'intervention, etc. Mais ça vient en fait le complémenter. Donc, ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question sur le coût, sur les moyens en fait, de ce type de projet-là, c'est une excellente question. Présentement, chaque projet d'art ventral sont des projets, on fonctionne avec des budgets de projet. Donc, on n'a pas de budget de fonctionnement en tant que tel, même si on a un OBNL séparé de la Société Elisabeth Frey. Donc, à chaque projet, on fait des recherches de financement. Donc, ça prend du temps. Je vous dirais qu'à peu près 2 ans pour mettre en place un projet, de sa conception, la recherche de fonds, au fait de recevoir les fonds, etc. Donc, les projets sont financés par divers... ça va être pas mal des fondations, ça va être parfois le gouvernement. Je vous avais dit, le premier projet à Agir, ça a été Conditions Féminines Canada. Ce n'est pas un financement qu'on a eu de nouveau, mais il va y avoir aussi des financements plus de l'ordre artistique, qu'on espère davantage, mais on a eu des financements avec la médiation culturelle de la Ville de Montréal. Après, en fait, en ce qui a trait à l'intervention en prison, c'est sûr que c'est plus compliqué, je vous dirais, je ne vais pas vous mentir, parce que dans ces dernières années, donc, il y a eu un resserrement, donc après Agir, où on a vraiment travaillé en prison pendant de nombreux ateliers, où on a réussi à rentrer du matériel technique, que ce soit vidéo, photo, découpage, etc. On ne peut plus faire ça présentement. Donc, on recrée du lien avec nos partenaires correctionnels. Donc, c'est sûr que la Société Elisabeth Frey facilite. Ça fait 40 ans qu'elle existe. Donc, c'est sûr que le lien, en fait, avec le milieu correctionnel est plus simple, en fait. Mais c'est sûr que là, on n'a pas retravaillé en prison. Donc, et on n'a pas retravaillé tout simplement pour les questions de matériel, justement. Donc, il y a un petit resserrement, en fait, vis-à-vis des politiques qui visent la sécurité. Mais pour dénombrement, on a quand même réussi un tour de force. Et d'ailleurs, on remercie vraiment nos partenaires correctionnels pour ça. C'est qu'on est allé filmer en détention. Donc, on est retourné en prison, donc on a quand même vécu cette expérience tous ensemble et les filles donc, sont retournées en prison. C'était quand même toute une aventure. On s'est retrouvés enfermés dans une aile du Leclerc à Laval. Donc enfermés pour vrai parce qu'on ne pouvait pas prendre de pause toute la journée, c'était trop compliqué avec le staff. Donc on a revécu,
pas moi, mais du coup, les femmes ont revécu quand même l'expérience de se retrouver à l'intérieur pendant une journée au complet. C'était rock'n'roll quand même. Donc, bon, il y a des ouvertures. Après, pourquoi pas, en fait, un prochain projet à l'intérieur. Mais je vous dirais qu'à Rentrelle travaille principalement avec des femmes qui sont en processus de réinsertion. Et ça permet de travailler justement avec ce support-là vers la réinsertion. Sur la dernière question, plus l'éthique. Comment le processus artistique peut être un contexte qui génère des réflexions éthiques ou par les personnes, par les femmes elles-mêmes. Là, là, il n'y avait pas de personnes en milieu carcéral dans la cohorte, mais comment une personne qui fait art entre elles en milieu carcéral et qui développe une réflexion éthique, comment elle peut l'exprimer, les contraintes, les conflits dans lesquels elle pourrait se retrouver avec tout le personnel, le milieu carcéral, etc. C'est une excellente question. Quand on a mis en place le projet Agir par l'imaginaire, c'est quelque chose qu'on a travaillé en fait. Donc, on l'a travaillé et on a maintenant hérité de ce type de pratique-là à l'intérieur d'Art entre elles. Donc déjà, la première chose qu'on a mis en place pour faciliter en fait l'ensemble des projets et de la parole des personnes incarcérées, c'était qu'il y ait une coordinatrice qui était présente à chaque atelier. Donc les artistes professionnels rentraient en prison, déjà en amont ils étaient formés, donc on a mis en place toute une série de formations en fait qu'on adressait aux artistes professionnels que je continue de faire présentement en communauté. Donc cette formation, en fait, elle est vraiment intéressante parce que vous imaginez bien qu'on a tous des préjugés, hein, c'est faux. Ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, ce n'est pas vrai. On a tous des façons de penser les autres, puis souvent l'autre qu'on ne connaît pas nous fait peur. Donc ça permet en fait de travailler là-dessus. Donc déjà, on parle de ces questions éthiques avec le staff qui va être amené à intervenir. Donc chaque artiste n'a pas l'expérience d'avoir travaillé en prison. Ça fait vivre aussi des choses personnellement, donc il faut quand même en parler avant. Et après, en fait, à l'intérieur des murs, on s'assure, donc grâce à la présence de la coordinatrice à chaque atelier, qui est un peu, si je peux me permettre, la concierge, pour vrai. Donc, elle accueille tant les doléances de l'équipe artistique, tant les doléances de l'équipe artiste communautaire, et elle s'assure en fait que les contacts avec tout le milieu correctionnel à l'intérieur soient adéquats, si je peux dire. Donc, toutes les frictions, toutes les temporalités. Donc, et après, on avait vraiment un espace clos. Donc, quand on était en atelier pour agir, en tout cas, il n'y avait pas d'agent qui était présent avec nous. Donc, ça permettait en fait d'avoir un lieu sécuritaire et qu'on a conservé évidemment en communauté. Donc, nous, tout ce qui se passe à Rentrelle reste à Rentrelle. Il y a vraiment la parole est fluide. D'ailleurs, quand on a travaillé avec la réalisatrice de Dénombrement, on en avait beaucoup parlé et elle avait eu cette idée d'amener un bâton de parole. Donc, à chaque début de séance, les femmes prenaient, c'était un bâton de pluie qu'elle avait ramené du Brésil, et donc qui fait du bruit comme ça. Et ça a vraiment été quelque chose qui a beaucoup marqué les femmes. Donc, ça, c'est sûr qu'après, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui ressortent dans le groupe quand on est dans le milieu carcéral. Donc, c'est encore pire quand je vous disais que les femmes en maison de transition vivent ensemble. Donc, quand elles sortent du groupe, elles continuent leur vie de maison et des fois, il y a des conflits, etc. Tout ça est exacerbé, en fait, dans le milieu carcéral. Donc, vous imaginez bien, c'est un espace clos. Donc, c'est sûr que la présence, en fait, de la coordinatrice va amener, en fait, une espèce de zone de tampon. Donc, les femmes, elles commencent à la connaître. Donc, elles peuvent aller leur parler avant ou après une séance. Et elles peuvent aussi, en fait, parler tout simplement des difficultés qui pourraient arriver, en fait, avec le staff. Donc, sur les questions éthiques et philosophiques, c'est vraiment une excellente question. Ça me fait me ramener, en fait, aux questions esthétiques. Ça, c'est vraiment une de nos préoccupations depuis le début et c'est des préoccupations qui restent en fait présentes à chaque projet et qui m'avaient beaucoup marqué quand j'ai démarré l'aventure il y a un peu plus de 5 ans. C'est que ce qui est beau pour vous n'est pas nécessairement beau pour moi, à l'inverse. Donc, nos capacités en fait esthétiques sont très diversifiées.
Quand on travaille avec des artistes professionnels, c'est sûr qu'ils ont un héritage, donc ils sont allés à l'école, ils sont formés, ils sont quand même d'une certaine façon, j'allais dire institutionnalisés, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, ils ont des références culturelles que nous n'avons pas nécessairement et que les femmes n'ont pas nécessairement. Donc, à l'intérieur de ça, il est vraiment important toujours d'avoir des zones de discussion, donc d'où je vous expliquais là, cette histoire de boîte. Donc, toujours prioriser la parole de l'artiste communautaire en premier. Ça peut créer des frustrations chez les artistes professionnels. Donc, moi, je m'assure, d'où la formation en amont. C'est sûr que pour travailler avec nous, les artistes professionnels, quand ils arrivent, d'ailleurs, notre scénographe collaborateur avec qui on a travaillé, Hubert Lafort, le disait, là, j'étais en réunion avec lui il n'y a pas si longtemps, il disait, c'est parfait, moi, c'est un projet qui m'a permis de laisser mon ego à la porte. Donc, c'est pas mal vrai. Donc, je pense que sur la façon d'exprimer leurs idées, c'est vraiment plus ça. C'est toujours d'essayer d'avoir cet espace et de le dire, mais rien n'est parfait. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une femme pendant le processus de création. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, toi, Sylvie. J'avais fait une réflexion à une des femmes qui voulait travailler. Donc, il y a toujours cette image, par exemple, pour symboliser la liberté, donc de la colombe qui s'envole, qui sort de la cage. C'est une image qui ressort souvent et on essaye de. C'est pas que je veux pas qu'on travaille avec cette image-là, mais en tout cas, on essaye de questionner qu'est-ce que ça veut dire ce symbole, est-ce qu'on peut le travailler différemment, etc. Et c'est sûr que ça avait créé des frustrations. Elle avait pensé que j'aimais pas son idée, donc on en a parlé. Après, on a pris du temps, donc. Mais c'est rock'n'roll et c'est pas parfait. Mais il faut accepter aussi qu'on est tous différents et que c'est pas parce que moi j'aime pas le violet que Sylvie elle a pas le droit de mettre du violet dans sa vidéo, par exemple. Il y a deux questions par rapport à NCF, donc je vais les poser à Georges. Est-ce que la démarche NCF implique un nombre maximal de personnes ou un nombre optimal? Est-ce qu'il y a un nombre idéal de personnes pour réussir à bien faire le travail collectif? Et la deuxième question, la liste des compétences génériques tourne autour de l'apprendre à être, c'est surtout des compétences de savoir-être. Comment on réinvestit le savoir-être dans une démarche d'employabilité qui souvent mise sur le savoir-faire, le côté technique? Donc, deux questions, la formule NCF, le nombre optimal idéal de personnes, et l'autre, comment le savoir-être est placé dans une démarche de développement de l'employabilité qui met plus souvent qu'autrement l'accent sur le savoir-faire. Georges, merci. Je vais répondre d'abord à la deuxième question. Ça me semble plus évident. Le savoir-être, on le sous-estime parfois son importance dans les milieux de travail. Sauf que tout ce qui implique un aspect relationnel entre les gens, collaboration et toutes ces dimensions-là ont toute leur importance dans un milieu de travail. On peut être un très bon technicien, mais ne pas avoir notre place dans certains milieux de travail. Donc, nos compétences fortes permettent de développer cet aspect-là aussi. Donc, j'ai des techniques, mais aussi je suis capable de collaborer avec les gens, de respecter des priorités, de tout ce qui implique un milieu de travail. Le nombre, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Pour ce qui est du nombre dans un groupe, pour qu'il y ait une dynamique de groupe, idéalement, on dit entre 8 et 12 personnes, c'est un bon nombre. Plus que ça rend je l'ai déjà animé avec plus 14, bon. Ça fait simplement étirer un peu la démarche. Parce que plus de personnes s'expriment, bon. Le climat est bon quand même à 14, mais 10 personnes, c'est un beau nombre, je trouve, pour faire la démarche de nos compétences fortes. 6, ce serait comme un minimum. Et vous étiez combien dans la démarche dénombrement? On était 6. OK. Très bien. Mais dans un cadre particulier où ça s'y prêtait bien. Il faut tenir compte de ça aussi. Il y a des questions. Le fait que c'est en milieu carcéral suscite des questions. Là, j'en ai posé, j'en ai relayé quelques-unes. Il y en a 2 autres questions qui ont été posées par rapport à la démarche et le milieu carcéral. Peut-être qu'Anne-Céline, tu es celle qui pourra y répondre, connaissant. La première question, c'est comment les compétences génériques sont vues par les acteurs du milieu carcéral?
Peut-être c'est un peu un revers de la question sur le savoir-être et la réinsertion. Comment les compétences génériques sont reçues par les acteurs du milieu carcéral. Et l'autre, c'est comment négocier avec les contraintes du milieu carcéral pour réussir un projet, les projets artistiques, la mise en œuvre du développement ou de la reconnaissance des compétences génériques. Anne-Céline, tu y as un peu répondu tout à l'heure là, sur la question éthique. Là. C'est très complexe, les conditions à mettre en œuvre pour réussir à bien faire vivre la dimension éthique en milieu carcéral. Je dirais que les deux questions touchent un peu cette négociation avec l'environnement carcéral pour réussir à mettre en œuvre une démarche artistique et comment les compétences génériques sont vues. Déjà, enfin, je commencerai, mais ça s'applique à plein d'autres domaines, mais c'est toujours, on en parle beaucoup de nos jours et je pense que c'est vraiment essentiel. Donc, c'est déjà de se décentrer. Donc, je pense que c'est la réussite de ce type de projet-là. Donc, on part de la personne déjà, donc qui vit la situation. Donc, nous, on ne l'a pas vécu, donc on peut rester humble par rapport à ça. Donc, je le reprécise parce que le positionnement vis-à-vis du milieu carcéral, c'est une opposition en fait. Le milieu carcéral ne se positionne pas comme ça. Le milieu carcéral, il connaît. Le milieu carcéral, il a des conditions légales. Il applique, il voit quand même ces femmes-là comme des délinquantes. C'est pas un mot qu'on utilise du tout, nous, dans notre pratique. Même à la Société Elisabeth Frey, c'est pas du tout ça qu'on utilise. On parle des femmes, d'ailleurs. Donc, c'est sûr que là-dedans, en fait, c'est toujours difficile. Donc, on essaye de travailler sur cette petite zone où on essaye d'amener nos partenaires à se décentrer. Ils opèrent une ouverture, mais pour l'instant, en fait, dans ce qui est des compétences génériques, ils ne connaissent pas beaucoup. Donc, c'est une première introduction, en fait, pour nous. Et ça va être vraiment intéressant de voir comment le programme Nos compétences fortes qu'on va installer en tant que tel à la maison Thérèse Casgrain, puis certainement aussi dans notre centre à Québec, va être vu, en fait, par le milieu de nos partenaires correctionnels. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles je vais travailler dans la prochaine année. Par contre, ce qui est intéressant de relever, c'est que mes collègues ont déjà vu l'impact. C'est qu'en travaillant avec le référentiel, donc certaines de mes collègues ont été formées aux compétences fortes. Donc là, je parle de tout le staff clinique qui travaille ici à la Société Elisabeth Frey. Donc, qui sont des intervenantes qui vont travailler avec le cadre légal, mais qui travaillent en relation d'aide avec la personne. Donc, il y a ce jeu, en fait, on est quand même entre les deux. C'est quand même ardu. Il y a quand même un côté où des fois, si vous voyez la personne uniquement à travers son dossier carcéral, ça va des fois vous amener à être peut-être dans un angle où il va falloir justement faire un décentrage pour pouvoir essayer de se ramener sur la personne et du coup voir le potentiel de la personne. Donc, je pense que là, l'outil des compétences va être vraiment essentiel et j'ai des collègues qui ont déjà travaillé avec ça et qui le voient. Et ça permet de nommer les choses. On parle d'un référentiel qui existe avec les 22 compétences. Ça, c'est essentiel. À côté de ça, les contraintes, je vous ai un petit peu répondu. C'est sûr qu'il faut être flexible. C'est des milieux qui sont coercitifs. Il faut accepter en fait que les choses aillent doucement. Il faut accepter que les projets peuvent parfois ne pas avoir lieu ou être annulés ou reportés. Donc, c'est sûr que ça peut générer de la frustration, mais en même temps, c'est pour mieux aller par la suite puis instaurer toujours un rapport de confiance. Après, je vous dirais que Arentrel a quand même une place entre guillemets privilégiée il est né en fait d'un projet qui émane de la Société Elisabeth Frey. La Société Elisabeth Frey a une expertise, comme je vous disais, ça fait 40 ans qu'elle travaille avec les femmes judiciarisées. Elle travaille avec des partenaires correctionnels de longue date. Elle a établi des rapports positifs avec ces partenaires-là. Donc, c'est sûr qu'on est quand même vu, on est en capacité de pouvoir proposer des nouvelles choses. Et après, on y va étape par étape. Donc, déjà, de m'implanter le programme en communauté pour après peut-être l'implanter en milieu carcéral, ça sera la suite. Ce ne sera pas cette année, mais peut-être l'année suivante ou dans 2 ans. J'ai une belle question pour terminer qui a été posée par quelqu'un. Je l'ai gardée pour la fin parce que je trouvais qu'elle s'y prêtait bien puis qu'elle revient à l'essence de la démarche d'Arentrel.
quel lien vous faites entre l'art et l'éducation en général, puis l'éducation scolaire en particulier, mais le lien entre l'art et l'apprentissage et l'éducation. Je trouve que c'est une très belle question pour terminer. Peut-être Anne-Céline, de ton point de vue, et Sylvie comme artiste, et gêne-toi pas pour embarquer, et ça sera la dernière question de notre séance. Ben, que ce soit, moi, j'ai tellement appris, que ce soit du côté personnel, du côté technique, du côté académique aussi, avec les compétences fortes, c'est le côté académique. En faisant l'atelier de nos compétences fortes, moi, j'ai des compétences, parce que j'ai beaucoup de compétences fortes, puis jamais j'aurais pensé que j'ai plein de compétences que j'ai, mais que je ne pensais pas avoir. Là. Fait que c'est comme un renouveau, là, quand si on apprend de tout, c'est pas comme l'école. Là. À l'école, on peut pas aller à l'école quand on est jeune, mais quand on est là, c'est qu'on veut apprendre, on veut embarquer dans un projet. On connaît pas le projet, puis c'est comme un but. C'est quelque chose que, comme moi, dans mon ancienne vie, jamais, je commençais plein de choses, je les finissais jamais. Mais avec dénombrement, je suis fière, puis vraiment fière d'avoir commencé et d'avoir fini. Puis que c'est moi qui ai décidé le tout, c'est faire un projet, puis que j'ai commencé, que j'ai fini. Avant, dans mon ancienne vie, je commençais plein de choses, mais je finissais jamais. Fait que c'est sûr que j'ai appris des bonnes choses, mais côté personnel aussi, côté des gens aussi. Tu sais, avant, j'étais comme plus solitaire. Travailler en groupe, c'était pas pour moi. Je faisais toutes mes petites affaires toute seule. Mais avec le groupe, j'ai appris que c'est le fun de travailler en équipe parce qu'on n'est pas toute seule, puis on n'a pas tout ça à gérer non plus. Fait que moi, là, j'ai sorti grandi de tout ça. Vraiment. Merci Sylvie. Et Anne-Céline, je te donne le mot de la fin avec cette belle question, là, l'art comme art et éducation, qui est un peu un gros morceau de ta vie professionnelle. Ben, c'est indissociable, tout simplement. Je vous l'ai présenté, enfin, moi j'ai voulu vous l'amener à travers cette notion des droits culturels, mais c'est que la culture, en fait, souvent, on pense que c'est quelque chose qui est un peu inutile. D'ailleurs, on le voit même dans nos politiques gouvernementales. On le voit présentement, en fait, actuellement avec la crise de la pandémie. C'est fou, en fait, que les artistes soient considérés comme des travailleurs non essentiels, si je peux dire comme ça. Donc, on sait très bien tous ensemble que ce n'est pas vrai du tout. Mais c'est comme si c'était une dimension intrinsèque à notre développement. Donc, nécessairement, en fait, que l'éducation en fait partie. Elles sont en lien tout ensemble. Ça vient se chevaucher. Donc, c'est pas du silo. En fait, on est vraiment dans ce mélange. Et puis, on est dans cette façon, en fait, de recréer du sens et de pouvoir accéder, en fait, aux autres étapes de notre vie. Donc, les projets d'art entre elles, en fait, avec cette méthode d'art communautaire, ils permettent tout simplement d'avoir ce cadre et de sortir de notre zone de confort. Au début, les femmes, elles se disent « dans tous les cas, j'y vais, je suis payée ». Donc, c'est quand même le premier truc. Et puis, ensuite, en fait, elles se rendent compte, parce que l'équipe a une force, elles se rendent compte que dans tous les cas, on a un message à passer, on veut prendre la parole. Ces femmes, elles ont la parole, elles veulent dire quelque chose. C'est juste un outil pour pouvoir le faire. C'est des projets qui ont une visée de justice sociale. Donc, l'idée, c'est de parler de leur réalité. Et dans tous les cas, elles savent ce qu'elles ont vécu. Donc, elles sont en totale capacité de le véhiculer et de le dire. Et donc, ça permet, en fait, c'est comme s'il y avait différents niveaux. Donc, il y a le fait de prendre la parole, de dire ce qu'on a à dire, de parler de notre situation pour essayer de faire changer des choses, changer le regard que la société porte sur vous. Mais à côté de ça, en fait, tout le processus vient te faire acquérir différentes choses et aussi vient te faire tout simplement te montrer que tu es en capacité. Tu es quelqu'un qui a un sens critique, tu es capable d'exprimer des idées. Finalement, si on te montre comment faire, tu vas être capable de faire du montage vidéo, tu vas être capable de prendre une caméra puis de filmer quelque chose. Donc, au final, tu fais juste réapprendre ce que tu as déjà appris, mais peut-être que des fois, tu t'en rappelles juste plus parce que tu as eu des obstacles dans ta vie, ou etc. Donc, on le voit que ces projets-là,
ils sont, en tout cas, l'éducation et l'art sont indissociables, c'est un tout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler de culture, de culturel au final, parce que ça englobe ces deux choses. Je pense que même on pourrait, alors moi j'aimerais moins, mais c'est sûr qu'on pourrait faire ce type de projet-là avec le sport aussi. Enfin, il y a différentes formules à faire et c'est très adaptable. Merci beaucoup. Pour clore notre séance, avant de donner la parole aux gens de la chaire, merci à Georges de porter l'âme de NCF depuis des décennies et de toujours être là pour garder cet esprit de la démarche, qui est aussi une technique, mais qui est d'abord une philosophie. Merci à Anne-Céline d'avoir montré ce lien entre la démarche artistique et les compétences génériques et comment les deux peuvent se combiner pour favoriser la réinsertion. Ça nous a permis d'aller revoir un peu cet esprit d'NCF, de valider qu'elle est toujours pertinente et qu'elle est pertinente dans des secteurs qu'on n'avait pas explorés, la démarche artistique et les femmes judiciarisées. Et merci à Sylvie d'avoir... Ça fait une deuxième fois que je t'entends parler d'NCF, puis je trouve que tu me rappelles l'âme et l'esprit de ce projet, qui est les gens ont des compétences, les gens, et de se les reconnaître, c'est important. De se les faire reconnaître par les proches, c'est important. Et je trouve la plus belle image qu'NCF est pertinent de nos jours, que les compétences génériques sont pertinentes de nos jours, c'est quand tu racontes que tu l'utilises avec tes enfants. Pour moi, c'est la philosophie de voir le positif, de mettre en valeur les acquis. C'est ce que chaque parent fait avec ses enfants et j'avais jamais pensé un jour entendre qu'NCF pouvait être intéressant avec nos enfants. Donc, dernière remarque de clôture, Sylvie, je te laisse une dernière réflexion si tu veux en faire une. Puis après, j'invite les gens de la chaire à clore notre séance. Ben moi, je voudrais remercier Anne-Céline pour le beau projet parce que c'était comme un peu notre mère à tout le monde. Hein? Elle avait de la pression là, sur le dos. Hein? Entendre une pleurer, une avec des problèmes, là, je voudrais la remercier infiniment. Et je serais prête à recommencer un autre projet comme ça n'importe quand. Mais j'ai sorti grandi de tout ça. J'ai changé complètement. Sylvie avant, Sylvie après, c'est totalement différent. Et je remercie Elisabeth Fry pour les opportunités qu'ils nous ont données au groupe. Merci beaucoup. Merci. Frédéric, je te donne la parole pour clore notre séance. Merci à tous d'avoir assisté. Vous étiez un grand nombre, puis c'est très précieux pour nous de pouvoir vous partager cet outil particulier, puis cette vision des compétences génériques en milieu carcéral et dans une perspective de réinsertion pour l'ICA, c'est une dimension fondamentale. Frédéric? Oui, je me joins au concert de remerciements en mon nom personnel, au nom de la chaire UNESCO, puis au nom de toutes les personnes dans le chat qui vous ont remercié. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais la présentation a été fort appréciée et c'est très apprécié de notre côté aussi. Ça a été très intéressant. Avant de terminer la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter tous et toutes à nous joindre pour le dernier webinaire de notre série, le 26 mai 2021, à la même heure, soit 10 heures, heure avancée de l'Est. Il va s'agir d'une table ronde qui est présidée par la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison, où l'on aura l'occasion de voir diverses présentations sur les impacts de l'éducation en prison, ainsi que les témoignages de personnes qui ont vécu l'expérience de l'éducation en prison. Donc, évidemment, toutes les informations ainsi que le lien pour s'inscrire seront disponibles sur notre site Internet sous peu au www.cmv-care.com. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore sincèrement.